Au cœur des secours, notre nouvelle série TV met en lumière les personnes de l'ombre. Avec le soutien d'Air Glacier et sa carte de sauvetage des 35 francs par an. On aide la population. Chaque jour chez nous, il est différent. Lucien Cotier, j'ai 39 ans et ça fait une vingtaine d'années que je fais le métier de sapeur-pompier. Je m'appelle David Widmer, j'ai 37 ans et puis ça fait depuis fin 2010 que je suis engagé à plein temps pour la ville de Sierre. Et puis sinon depuis 2007 que je suis pompier volontaire. Brian Bourdin, 32 ans bientôt. Ça fait plus de 10 ans que je suis au centre de secours incendie de Sierre, région Sierre. Ça fait 12 ans que je suis pompier, milicien, 2 ans que je suis pompier permanent. Alors à la base, j'ai une formation de mécanicien moto et puis après j'ai fait une formation de pompier volontaire où j'ai suivi tout le cursus de formation de sapeur-pompier. Et j'ai aussi eu de la chance de suivre la formation d'instructeur fédéral sapeur-pompier et puis après de compléter ce profil de pompier finalement par une formation après un apprentissage. Alors, j'ai fait une formation de polymécanicien ici sur Sierre, à l'époque chez Alcan. Alors de base, j'ai un CFC d'installateur sanitaire. J'ai fait chauffeur poids lourd par la suite. J'ai fait ça pendant 5 ans, chauffeur poids lourd. Ensuite, j'ai fait la formation de chargé de sécurité incendie. Et puis, je suis justement chargé communal de sécurité incendie pour la ville de Sierre et pompier permanent. Alors, contrairement à beaucoup de gens, ça n'a pas été un rêve d'enfant, parce que j'ai plus joué aux policiers qu'aux pompiers en étant enfant. Ma famille, enfin mon grand-papa était policier. J'ai plus joué qu'un képi de policier gamin. Et finalement, c'est par la suite où j'ai été fasciné par cet univers, aussi par toute la technologie qui touche à ce métier, et aussi par les valeurs qui vont autour du métier. À la maison, on jouait toujours aux pompiers, on avait des camions Playmobil, des camions Lego, tout tournait un peu autour des pompiers. Et puis dès que j'ai eu l'âge de devenir pompier volontaire, je me suis inscrit. À 19 ans, j'ai sauté le pas, puis je me suis inscrit pour devenir pompier volontaire. Je dirais depuis gamin, j'ai toujours été passionné par les gros véhicules. Du coup, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis aussi parti comme chauffeur poids lourd. Et le fait d'aider aussi la population, ça m'a indiqué un peu cette voie de sapeur-pompier. Alors la caserne du centre de secours incendie région Sierre, elle est structurée avec déjà une part de pompiers permanents, une part de pompiers volontaires, donc c'est déjà un mélange de deux types de sapeurs-pompiers. Certains en font leur profession, d'autres c'est un hobby ou une occupation annexe. Et après on a plusieurs détachements. On a principalement un détachement qui s'occupe de tout ce qui est urbain, qui touche à toute la population, et un détachement industriel qui s'occupe de la sécurité du site industriel. Donc c'est à peu près comme ça que c'est fait. Et on a des pompiers qui s'occupent des interventions de jour et des pompiers qui s'occupent des interventions du week-end et de la nuit. Et en fonction de ça, il y a aussi plusieurs spécialistes. Les pompiers font certaines missions de base et après on se spécialise dans différents domaines. Donc on a une palette de prestations et de spécialistes qui sont prêts à répondre à toutes ces différentes missions. Donc là on est sur un exercice de nos sapeurs-pompiers permanents qui font toutes les semaines. Et là on va simuler un feu de parking souterrain avec engagement de notre robot de sauvetage et d'extinction. Donc c'est quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire que les pompiers sont accompagnés par un robot qui va faire de la neutralisation de volume, donc il va souffler de l'air frais où on injecte aussi des gouttelettes d'eau. Et ces gouttelettes d'eau, elles vont avoir comme effet de refroidir une fois ce volume du parking souterrain et puis aussi de le neutraliser. L'autre chose qu'il y a, c'est que c'est des engagements qui sont dangereux pour les sapeurs-pompiers. Tous les engagements qui sont sous-sol ont la particularité d'être beaucoup plus dangereux en matière de chaleur et de feu.
C'est clair que le chaud va remonter par l'effet de la cheminée et nos pompiers vont se trouver pris à cet endroit. Ce qui n'a pas été, c'est que c'est très gourmand en temps, hein, puis on doit se structurer pour aller plus vite. Et l'autre chose, je pense que l'attaque, elle n'est pas assez ciblée sur le véhicule, et du coup, on mouille tout le monde à part le véhicule. Alors moi, j'étais télépilote du robot, donc j'avais la télécommande pour faire avancer le robot, et je gérais tout ce qui était aussi au niveau du camion. Donc l'alimentation en eau du robot. Quand on a fait cet exercice avec le robot, c'était un nouvel engin pour nous. Donc moi j'étais porte-lance pour la partie feu. C'était un peu les premières fois qu'on le testait en conditions réelles, façon de parler, où on s'approche vraiment dans une intervention, où on ne fait pas juste de s'exercer sur une place vide. Et puis du coup on a un peu testé comment on pourrait engager ce robot pour un feu de voiture dans un parking souterrain. Toutes ces nouvelles technologies, elles sont positives pour nous. Dans l'exercice qu'on a fait, c'est clair, on était à côté du robot. Mais le robot, il a surtout pour but, c'est d'aller aux endroits où c'est trop risqué en fait pour un pompier. Le but de cet exercice, c'est finalement la mise en service et l'intervention avec un robot de sauvetage et d'extinction. Finalement, c'est quelque chose de très nouveau, hein. C'est un petit peu les interventions du futur. La robotique arrive chez les sapeurs-pompiers. On a eu la chance d'être le premier corps de sapeurs-pompiers de Suisse romande, d'être doté d'un tel robot. Et finalement, là, on s'entraîne à travailler avec. D'habitude, on travaille avec des collègues sapeurs-pompiers, avec du matériel, des véhicules. Et là, tout d'un coup, on a un nouveau collègue de travail qui est Robin, hein, notre robot d'intervention. Et il faut apprendre, il faut comprendre aussi comment on va travailler avec, quand on va le mobiliser. Et tous ces éléments, finalement, on le fait à travers ces formations. Alors nous, au niveau des permanents, on fait une formation tous les vendredis matins. Alors pas que sur le robot, hein, c'est global sur tout ce qui est matériel, les différents types d'interventions. Tous les vendredis, on fait ça, et après, on calcule à peu près entre, disons, 2 formations par semaine en moyenne, le soir avec les volontaires sur les différentes thématiques. Et après, on a tout ce qui est cours cantonaux, tout ce qui est cours aussi du CSI. On participe la même chose qu'à côté, je suis volontaire. Hein, le soir, je suis volontaire. Donc, j'ai toutes les formations qu'a un volontaire durant son année. On a vu que notre territoire, la typologie de terrain qu'on a, on était souvent confrontés sur des incendies de forêt à devoir utiliser des hélicoptères. Et on a voulu mettre un cadre très clair autour de ça. On a mis en place ce qui s'appelle le DIH, le détachement d'intervention héliporté, qui est là surtout pour les feux de forêt, mais qui pourrait être engagé sur toute mission héliportée. On a aussi voulu faire une formation qui n'est pas que destinée aux sapeurs-pompiers, mais aussi retourner cette formation aux collaboratrices et collaborateurs d'Air Glacier pour qu'eux comprennent aussi comment on fonctionne, comprennent notre métier et que cet échange finalement soit bilatéral, et ça a parfaitement fonctionné. Ça va être un souvenir marqué dans vos esprits. L'état-major a bossé jusqu'à 23h06 hier soir pour modifier la journée et tout remettre en question pour que vous ayez une journée
qui soit mémorable. Donc, on peut déjà leur faire un petit merci et montrer comment le déliage s'applaudit. Donc, on va avoir une fois les manœuvres de base avec du matériel livré par hélicoptère. Donc, c'est ce que vous avez vu les premières fois avec Omar et Ludo, mais cette fois en version action avec la flotte et tout le random. Et Joël, il a la grande tâche de vous faire l'examen final pendant la matinée pour qu'on puisse prolonger un peu les plaisirs de l'après-midi pendant l'exercice d'ensemble. Et pour finir, mon ami et camarade de longue date, Gérald Matisse, guide référent de notre groupe Grimpe pour la région de Pierre et éminent guide d'air glacier, il va vous faire voler en grappe. Et ça, je pense que ça va aussi être un sacré souvenir. Donc voilà comment ça va se passer. Après, on vient, on mange et puis normalement, il y a un feu qui va partir et puis on va tester tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Est-ce que ça vous convient ? Oui. On a envie de voir vos sourires tout au long de la journée. En tout cas, je peux vous dire, comme commandant de cours, de voir des gens comme vous ce matin, ça fait plaisir après tout ce qu'on a fait pour monter cette affaire. Finalement, c'est le fruit de discussions, aussi d'analyse de ce qui se fait ailleurs en Europe, surtout en France. Donc là, on a 1 heure à disposition. L'idée, c'est de vous expliquer en quelques mots techniquement comment ça fonctionne une long line ou un cargo ou un sling, ça dépend dans quel pays on évolue. On va faire du transport de 5 personnes au maximum. Ça fait tout simple, on se croche l'hélico, c'est génial, c'est fun, on vole, mais en réalité c'est une mission pointue où le fait d'avoir un hélicoptère en vol avec du monde en grappe dessous, c'est pas si anodin que ça. On a voulu mettre un cadre, surtout au niveau de la sécurité pour nos sapeurs-pompiers, qui soient vraiment complètement briefés, formés, pour pouvoir éteindre un incendie de forêt, mais pouvoir éteindre un incendie de forêt avec un hélicoptère. Donc le feu, il est composé comme ça. Donc on a 3 secteurs. Une fois un secteur A, flanc gauche, comme on l'appelle, un secteur flanc B, un secteur B, flanc droit, et puis à la tête de feu, le secteur aéro. Sur tout le flanc ici, on aura des sapeurs-pompiers. Chaque temps de mètre, on a des pompiers. Et puis ici, par contre, on va faire un engagement à sec. Ça veut dire qu'on ôte la végétation et on fait en sorte que le feu ne puisse pas se développer à cet endroit. Alors la coordination, elle est réglée. Il y a aussi des aspects réglementaires et de législation qui règlent ça. Mais finalement, toujours par une relation humaine, on va avoir un responsable des sapeurs-pompiers avec un responsable d'air glacier. Ils vont parler, puis on va finalement amener tout le cadre de l'intervention, en particulier pour amener un maximum de sécurité sur l'événement.
La présence d'un hélicoptère change une intervention. Elle amène déjà certaines contraintes, hein, le bruit, le mouvement d'air, le risque d'objets qui s'envolent. Et ça, on doit être conscient qu'en termes de sécurité, amener un hélicoptère dans une intervention va amener son lot de dangers. Donc ça, c'est quelque chose qui change. Par contre, c'est aussi des interventions qui sont assez fascinantes, hein, parce que de travailler avec une machine comme ça qui amène vite beaucoup de personnes à un endroit, qui peut simplifier beaucoup l'opération, oui, ça change clairement l'intervention. Merci, bravo. Je pense que c'est le moment où le commandant peut vous applaudir et vous dire vraiment un grand bravo pour ce que vous avez fourni comme travail. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir aider la population et un honneur. Alors, ce qui me motive chaque matin à me lever, c'est que chaque jour chez nous, il est différent, hein. On aide la population. C'est ce petit côté adrénaline de pas savoir tout de suite sur quoi on va intervenir. Il y a des jours où on fait plus de bureaux que d'autres et il y a des jours où on enchaîne les interventions. Je pense que c'est un peu le fait de ne pas trop savoir ce qui nous attend la journée. On a notre planning qui est fait, on va dire, au niveau des tâches qu'on accomplit tous les jours. Mais on ne sait jamais trop si on va avoir une alarme, à quel moment on va l'avoir, qu'est-ce que c'est. Et puis je pense que c'est aussi ce qui fait un peu le charme et la variété du travail. Et puis de pouvoir aider son prochain, de se mettre à disposition pour ça. Ouais. Si je me remémore un peu en arrière, justement quand j'étais petit, puis quand on voyait ces gens qui portaient l'uniforme, c'est quelque chose qui nous touche, enfin, on a l'impression que c'est des gens qui vont aider, qui accomplissent des tâches nobles, on va dire. Je pense qu'il y a encore un petit peu cette image, je dirais pas du pompier héros, loin de là, mais qu'il y a encore une reconnaissance envers ces uniformes. Tous les matins, je me lève avec le sourire de faire ce métier. Je sais que c'est une chance, hein. Et ce que j'aime finalement, il y a plusieurs éléments, mais il y a déjà le côté inattendu. On ne sait jamais ce qui va se passer. Quand on a une journée dans un agenda, elle ne se passe pas souvent comme c'est planifié ou prévu. Donc tout ce côté de la surprise et aussi de la diversité finalement, parce qu'on n'est jamais confronté 2 fois au même type d'intervention. Et ça, je trouve que c'est sympa. Et surtout le côté d'aider notre prochain et d'aider la population de la ville et de la région entière. Alors si on regarde des séries américaines sur les sapeurs-pompiers, non, on n'attend pas les alarmes sur un canapé en regardant la télé. Nous, on a justement un métier à côté. J'ai mon collègue qui s'occupe de toute la formation, j'ai mon collègue qui s'occupe de tout le matériel. Moi, j'ai pas mal de bureaux pour tout ce qui est mise à l'enquête. Mais non, alors c'est le plus gros cliché, on n'attend pas sur un canapé les alarmes. Mon métier principal à côté de sapeur-pompier permanent, c'est chargé de sécurité incendie AEAI. Donc je vais m'occuper en fait de toutes les mises à l'enquête au niveau feu. Donc les dossiers ils passent dans différents services, puis moi je vais regarder tout ce qui est au niveau de la protection incendie. Les voies d'évacuation, qu'elles soient faites correctement, au niveau des plans, s'il y a des extincteurs, si les mesures de protection incendie qui sont dans le dossier sont cohérentes avec le projet. Je suis responsable matériel, donc même si on n'est pas forcément appelé pour l'intervention, on reçoit les alarmes et puis on se pose la question qu'est-ce qui va arriver avec les collègues. On pense déjà au rétablissement qu'on va peut-être devoir faire justement après, vu que c'est entre autres mes tâches. Alors tout le monde le donne un coup de main, on est bien d'accord, mais c'est ma responsabilité que ça soit fait correctement. Donc on pense quand même déjà aussi à tout ce qui sera à faire. Donc on a toujours un petit peu un pied dedans. Et puis je dirais même quand on est en vacances, quand on reçoit les alarmes sur le Natel, alors le pager on va le laisser à la maison, on est bien d'accord. Mais on reçoit quand même les alarmes, on est au courant de ce qui se passe et puis donc on ne décroche jamais vraiment complet. Ouais. Alors c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec l'expérience à gérer, à canaliser ces émotions, mais c'est surtout l'équipe qui nous permet de le faire parce qu'on parle entre nous et puis on est très ouverts sur ces thématiques.
Donc si quelqu'un a le besoin d'exprimer quelque chose suite à une intervention, ça se fait naturellement au travers de l'équipe. Et après, on a aussi, s'il y aurait le besoin, des cellules psychologiques ou des choses comme ça qui peuvent nous accompagner. Il y a des engagements qui touchent, des fois des situations qui touchent. On pense souvent à des situations qui sont extrêmes de par la violence des images, mais souvent c'est plutôt l'aspect social ou humain qui est touchant. Quand on a des personnes qui sont livrées à elles-mêmes, des personnes qui sont seules à domicile, en fin de vie, ce genre de choses pour moi est plus touchant que vraiment le côté extrême d'une intervention auquel finalement on est confronté aussi, mais où on a beaucoup de choses à faire et on s'imprègne moins de ces images. Par contre, quand on voit quelqu'un qui est seul à la maison ou qui est dans des conditions de vie qui nous semblent difficiles, là on est un petit peu plus confronté de manière frontale à ça. Et c'est ce qui me touche le plus. Et je me pose aussi des fois des questions pour des gens que j'aime. Comment ça se passerait pour ces personnes ? Est-ce qu'on les aiderait ou est-ce qu'elles se retrouveraient dans la même situation ? Donc ça, c'est la chose qui me marque le plus. Pour les crues du Rhône, ouais, on a bossé, je pense, et pas que moi, d'ailleurs, il y a tous les volontaires qui ont énormément bossé, 13 à 14 heures par jour. Je pense que le truc le plus touchant, le plus marquant, c'est de voir ici nos voisins d'en face qui avaient perdu alors c'est clair, le matériel, ça se remplace facilement, mais des gens qui ont perdu des photos souvenirs qu'ils avaient au garage, des albums photos complets qui étaient perdus. Je la voyais 2-3 semaines après les crues, essayer de nettoyer ces photos puis de récupérer, puis c'est tout des souvenirs. C'est quelque chose qu'on peut pas racheter, quoi. Alors l'alarme, elle vient progressivement avec les crues du Rhône, puisqu'on a des alertes avant qui finalement nous préviennent du risque qui vient. Donc on est déjà dans une atmosphère assez particulière, en train d'observer ce qui se passe, de suivre. Et il y a déjà plusieurs jours de travail avant vraiment les crues du Rhône qui ont touché Sierre. Donc c'est une atmosphère assez particulière. Les gens sont déjà fatigués finalement, parce qu'il y a déjà eu un grand engagement au moment où ça arrive. Et l'événement finalement devient assez progressivement. On voit que la situation se dégrade. On lance des premières missions et tout d'un coup il y a le débordement et là ça s'enchaîne. C'est clair que tout d'un coup l'événement prend une dynamique plus grande, mais c'est une atmosphère assez particulière. C'est vraiment plusieurs jours de travail qui sont liés à ça avant l'événement. Alors j'ai vécu des grosses opérations, des opérations comme l'incendie de Vétro par exemple, où aussi il y a beaucoup de pompiers, où ça a aussi une intensité sur plusieurs jours. Après, vraiment une opération de cette envergure, c'est la première fois que je la vis comme commandant. Alors du stress, des doutes, on est formé à faire ça, donc ça veut dire que dans notre cursus de formation, on apprend à gérer ce type d'événement. Donc il n'y a rien qui est complètement inédit. Typiquement au moment où on décide de demander la mobilisation de l'armée, c'est des schémas qui sont extrêmement clairs pour nous et on sait faire tout ça. Donc là, de ce côté-là, il y a rien de particulier. Après, évidemment que ça génère de l'émotion. On voit tous ces gens qui sont sinistrés. On voit des gens qui perdent leur logement. On voit les usines aussi qui sont lourdement touchées. Donc c'est plus l'aspect de l'émotion qui nous touche. Mais finalement, on sait ce qu'il y a à faire. On fait les éléments les uns après les
les autres. Et pour moi, c'est aussi important qu'un chef reste calme. Hein. Finalement, c'est là où on va amener un petit peu la direction de l'intervention. Hein. Si on stresse à la tête de l'intervention, je pense que toute la chaîne de secours sera stressée. Et si un chef est calme, c'est ce qu'il fait, amène du rythme. Hein. Par contre, ça, on doit le faire. Ça se passe très bien et c'est ça que j'essaye toujours de faire. C'est amener un rythme soutenu, mais tout en gardant du calme. On a mobilisé nos spécialistes, vous voyez, et puis on a travaillé avec Air Glacier pendant les crues du Rhône, hein, où finalement on avait imaginé un scénario d'évacuation des sapeurs-pompiers sur un secteur de feu de forêt, et on s'est retrouvé à mettre en place ce système pour évacuer des personnes, mais lors des inondations. Donc finalement, on a imaginé un scénario, puis on l'a appliqué sur un autre type d'événement, et on a aussi collaboré avec Air Glacier pour toutes les reconnaissances des crues du Rhône. Donc finalement, ce qui a été vu en formation quelques mois plus tôt s'applique lors des crues du Rhône, et surtout, on connaît les gens, et ça, pour moi, c'est très important de connaître le mieux possible nos partenaires. Quand on voit le bilan de l'opération, déjà le nombre d'interventions qu'il y a, l'ampleur de l'événement et le bilan, hein, où on n'a pas de victimes, donc évidemment qu'on est satisfait. Puis surtout, comme commandant, on est fiers de nos sapeurs-pompiers, fiers aussi de toute l'entraide qu'il y a eu, hein, qu'elle soit intercommunale ou même intercantonale. On est fiers de tout ça, aussi fiers de voir finalement que tout le travail qui a été mis en place pendant une carrière, hein, parce que c'est des années de formation, ça amène une fierté de se dire que ça a été fait pour quelque chose et que ça a servi parce qu'on a su faire quand ça arrivait. C'est notre job, c'est pour ça qu'on fait pompier, c'est pour pouvoir aider les autres. Et j'espère qu'ils ont été satisfaits de l'aide qu'on a pu leur apporter. Mais au fond, on n'a pas pu être partout en même temps. Ceux qui hésitent à se lancer, n'hésitez pas, n'hésitez plus. Rejoignez votre corps sapeur-pompier ou votre centre de secours incendie de votre région. C'est un monde passionnant et vous allez vous faire plein d'amis en même temps. Vivez vos rêves. Il y a des soirées d'information qui sont organisées pour ces gens. Où on va donner le maximum d'informations pour aussi leur expliquer comment ça se passe chez nous, qu'est-ce qu'on attend de ces gens, quelle est un peu l'implication qu'ils devront avoir. On les motive à venir, de ne pas hésiter d'appeler, de se renseigner ici, pas qu'ils restent dans le doute et puis qu'ils passeraient à côté de quelque chose de bien. Je pense que c'est le plus beau métier du monde et je suis intimement convaincu de ça. J'ai choisi de faire ce métier et à aucun moment j'ai regretté cette fonction. Quand on voit l'adrénaline, les moments d'amitié et finalement aussi simplement le fait de rendre service aux gens, à quel point c'est noble et la satisfaction que ça apporte, je crois qu'il n'y a pas besoin d'hésiter, il faut rejoindre les sapeurs-pompiers. À titre personnel, je n'ai pas hésité, donc je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que si je devais refaire ma vie, je ne changerais rien du tout et elle se ferait chez les pompiers. Au cœur des secours, notre nouvelle série TV met en lumière les personnes de l'ombre. Avec le soutien d'Air Glacier et sa carte de sauvetage des 35 francs par an.